Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jasia. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta pratique, pour nous parler de ton parcours et du développement de ton activité. Avec plaisir. Génial. Donc aujourd'hui, on va parler de ta spécialisation qui est l'accompagnement du SIBO. Je pense que c'est un terme peut-être sur lequel on reviendra, mais qui est de plus en plus mis en lumière parce que j'imagine qu'il y a de plus en plus de personnes évidemment qui en souffrent malheureusement. Et on va nous parler, tu vas nous parler de développement d'activités 100% en ligne. Je pense que c'est aussi un sujet qui intéresse pas mal de praticiens qui se lancent. Donc merci à toi déjà pour ton temps. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu, justement, nous parler de toi, de ton parcours, qui tu es, que fais-tu? Oui, alors moi je suis diététicienne. À la base, je suis diététicienne et micronutritionniste. Je me suis spécialisée dans les troubles digestifs il y a quelques temps, et notamment donc le SIBO, le syndrome d'intestin irritable, les problématiques qui reviennent assez régulièrement en consultation. Donc, j'ai longtemps exercé en tant que libérale au cabinet. Et puis, j'ai commencé à basculer tout doucement dans une pratique en ligne au fur et à mesure, voilà, pour un petit peu être dans l'air du temps. Parce que je Ok. pense qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, même les médecins se lancent aussi en téléconsultation. Donc, en tant que thérapeute, je pense que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus inévitable de proposer aussi, même si on reste quand même au cabinet, de proposer aussi cette consultation en ligne pour faciliter les choses aussi pour le patient qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas le temps. Et donc, c'est un plus. Oui, ok, super, chouette. Déjà, merci pour ces retours. Si on revient du coup sur ton parcours, donc parcours, je veux dire, entre guillemets, classique de diététicienne, ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a intéressé dans les troubles digestifs et dans le SIBO? Alors, effectivement, en tant que diététicienne généraliste, j'aime bien dire diététicienne généraliste parce que quand on est formé, on est formé à une pratique plutôt générale. Et on s'installe, en fait, le premier motif de consultation, c'est la perte de poids. Mhm. On va dire 80% des patients qui nous consultent, c'est dans un but de perdre du poids. Et donc, j'avais remarqué que souvent, les personnes se plaignaient de troubles digestifs plus ou moins importants et que dans la formation de base, j'avais pas vraiment d'outils et des choses à proposer, surtout pour les personnes qui souffraient de troubles digestifs chroniques, plus ou moins chroniques ou plutôt handicapants au quotidien. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser plus spécifiquement aux troubles digestifs. Et surtout, le jour où j'ai reçu une patiente, je me rappelle toujours du prénom de cette patiente qui s'appelait Camille, qui était diagnostiquée syndrome d'intestin irritable, Oui. qui avait déjà, avant d'être diagnostiquée, elle était en errance médicale pendant 3 ans et qui souffrait au quotidien, une personne qui vivait à 100 à l'heure et qui parlait déjà, rien qu'en parlant, en parlait avec ses tripes et qui était vraiment une personne qui vivait vraiment les choses. Elle était enseignante, elle aimait son travail, elle aimait son activité, elle était quand même sportive, etc. Mais elle avait ce trouble qui était devenu vraiment très handicapant au quotidien. Et, euh, et là, elle vient me voir pour un suivi. Et sauf que à ce moment-là, je n'étais pas encore, j'avais pas tous les outils, j'étais pas encore bien formée autour de la santé intestinale. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il y en a plein des personnes comme ça qui sont dans l'errance médicale. Je me suis même rendu compte que autour de moi, dans ma famille, il y avait des personnes qui étaient dans cette situation et qui, en fait, c'était un peu normal qu'elles souffrent au quotidien sans apporter de réelles solutions. Et là, je me suis dit,
il y a quelque chose à faire pour ces personnes. C'est pas possible de les laisser comme ça, en errance, de pas leur apporter des solutions, de pas les aider, de dire madame, je peux rien pour vous, c'est comme ça, vivez avec. C'est pas possible. Et donc, c'est là où j'ai décidé vraiment de me former, de m'informer sur les troubles digestifs. Ok, ok, super. Donc, c'est vraiment par cette rencontre que tu as fait en consultation et ce besoin que tu vois auprès des patients et des patientes que tu as des idées de te former et de pouvoir accompagner pour éviter cette séquence médicale. Exactement. En fait, c'était inacceptable pour moi quand on se lance en fait dans la santé. C'est inacceptable pour moi de laisser les gens en fait leur dire il n'y a pas de solution, débrouillez-vous. C'est comme ça. Puis certes, si on parle du syndrome d'intestin irritable, c'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui est très handicapante. Elle peut être très handicapante pour des personnes où vraiment leur vie professionnelle, leur vie sociale en prend un coup. Donc, c'est pas rien. Et de laisser ces personnes comme ça un petit peu dans la nature, pour moi, c'était juste pas acceptable. Oui, oui, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a peut-être des erreurs courantes que tu rencontres et que tu pourrais nous éviter de faire ou éviter aux personnes qui souffrent actuellement de troubles digestifs? Eh bien, les erreurs courantes, c'est de rentrer. Certes, je peux comprendre que la personne va chercher d'elle-même des solutions parce que justement, elle a entendu dire par les professionnels de santé qu'elle a consulté, qu'il n'y a pas de solution, il faut vivre avec, etc. Ou il y en a même si je l'entends de moins en moins, c'est dans votre tête. Mais au moins, ils leur font comprendre que c'est un peu ça, que c'est dans leur tête. Et donc, les personnes vont se retrouver à chercher les informations d'elles-mêmes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, même si dans les troubles digestifs, il y a les mêmes symptômes, c'est toujours les mêmes symptômes qui reviennent, ballonnement, diarrhée, constipation, douleur abdominale, sauf que les problèmes derrière ces symptômes peuvent être multiples et variés. Donc, c'est une prise en charge assez complexe. Et les personnes vont se retrouver à chercher des solutions d'elles-mêmes. Un tel a dit qu'il a pris tel produit ou il a fait tel régime thérapeutique et ça allait. Et du coup, il se lance dans plein de choses différentes ils peuvent apporter quand même des solutions, un mieux-être avec ces solutions, mais des fois, ça les enferme dans des régimes hyper restrictifs qui sont pas suivis correctement et qui font qu'aggraver la situation à long terme. Oui. Et d'ailleurs, ça, c'est une erreur qui, pour moi, c'est une erreur même de la part de certains médecins quand ils diagnostiquent le syndrome d'intestin irritable, c'est juste un problème fonctionnel, de dire aux patients, commencez un régime FODMAP. C'est même pas pauvre en FODMAP spécifiquement, alors qu'il vaut mieux avoir du pauvre en FODMAP que du sans FODMAP. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est donner une liste à la personne, autorisée, pas autorisée. Or, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, sans accompagnement de la personne, et c'est pas le rôle du médecin, ça. Le médecin, il est là pour faire un diagnostic, pour chercher des maladies, mais certainement pas pour accompagner c'est pas son rôle, il n'est pas formé pour ça aussi. Donc, il y a d'autres praticiens qui sont là pour accompagner dans ces régimes thérapeutiques, parce qu'il faut pas oublier que c'est un régime thérapeutique. Oui. C'est pas anodin parce que si on le respecte pas, si on le fait pas correctement, eh bien, au début, certes, ça soulage, mais des fois, les personnes s'enferment dans une restriction et même les aliments qui passaient à un moment donné, ils passeront plus parce que en fait, on a trop appauvri le microbiote intestinal et c'est pas ça le but. Et donc ça, c'est vraiment l'erreur d'aller se lancer dans des régimes thérapeutiques sans aucun accompagnement. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent.
trouve que ce qui est intéressant ici dans ce que tu partages, c'est qu'on sent vraiment peut-être la complémentarité des différents professionnels et praticiens, du diagnostic à l'accompagnement alimentaire, éventuellement, la supplémentation, enfin, on y reviendra un peu après. Mais donc, il y a ce côté complémentarité qui est indispensable et je pense l'approche personnalisée. Parce que comme tu disais, ce qui a marché pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Et donc, il y a cette individualisation, je pense, qui est indispensable. Complètement, oui, complètement. En fait, c'est ça. On est en tant que thérapeute, nutrithérapeute, diététicien, naturopathe, etc., où on passe par l'alimentation comme un outil et pas que l'alimentation. Quand on est du coup dans l'accompagnement des personnes, on peut être vraiment un outil complémentaire au médecin, puisque le médecin, il est là pour diagnostiquer. Bien sûr, ça, c'est hyper important. Moi, je le dis toujours à mes patients, si vous n'avez pas consulté votre médecin pour qu'il diagnostique ou qu'il écarte toute éventualité d'une maladie qui a besoin d'être prise en charge au niveau médical, là où au moins on est OK, on est tranquille par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, on est là pour accompagner la personne. On passe plus de temps à l'écouter. On va mieux l'accompagner au quotidien sur un long moment parce que effectivement, quand on se plaint de troubles digestifs, c'est pas du jour au lendemain où le problème va être résolu. C'est vraiment une hygiène de vie qui doit être revue et c'est personnalisé à chacun. C'est pas, on va pas donner exactement les mêmes conseils. Il n'y a pas de protocole type à donner à tout le monde et distribuer à tout le monde. C'est vraiment personnalisé selon la personne. Si il faut pas se lancer dans je prends l'exemple du régime restrictif, il faut pas se lancer dans des régimes restrictifs pour une personne qui a des antécédents, par exemple, de troubles du comportement alimentaire. Oui. Et donc, ça, le thérapeute va prendre aussi en compte ce paramètre-là pour mieux accompagner et mieux conseiller son patient. Tout à fait. Génial. Merci pour tes partages. Ici, on a parlé surtout du fond de ton activité, ce que tu fais concrètement au sein de tes accompagnements. Maintenant, si on regarde un peu la forme, tu disais du coup que tu as, au fil des années, été beaucoup plus vers l'accompagnement en ligne, les consultations en visio. Est-ce que tu peux un peu me partager les différentes motivations peut-être que tu as eu à développer plutôt en ligne et comment ça s'est fait pour toi? Eh bien, au début, je me suis dit, il faut que je sois aussi dans l'air du temps, que je propose en même temps que le cabinet de la visio. Mais à un moment donné, quand j'ai décidé de me spécialiser dans les troubles digestifs, du coup, j'ai restreint un petit peu par rapport à ma zone géographique où se trouvait mon cabinet. J'ai restreint aussi les potentiels patients qui pouvaient me consulter. Et donc, par rapport à son activité, pour aussi s'épanouir dans son activité, puisque j'ai investi du temps dans la formation, dans l'information, etc., pour vraiment venir aider ces personnes qui sont dans cette situation d'errance. Donc, je voulais vraiment proposer, en fait, élargir ma zone géographique et puis que ces personnes qui cherchent, parce qu'ils sont aussi dans la recherche de thérapeutes, un thérapeute qui puisse les comprendre, qui puisse un petit peu parler leur langue. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment la solution qui est de proposer de la consultation en ligne pour pouvoir vraiment toucher un maximum de personnes qui se sentent concernées par les troubles digestifs. Et donc, ça peut être… j'ai pu avoir des patients en France, partout en France, mais aussi en dehors de la France, en Europe et même en dehors de l'Europe. Tous ceux qui parlent français peuvent éventuellement consulter. Et donc, voilà, c'est en termes de business, parce qu'on est aussi des entrepreneurs, ça permet aussi de garder un certain nombre de clients, de patients. Mais en même temps, si on décide vraiment de se spécialiser dans un
dans une espèce de dans une spécialité bien précise, eh bien, il faut qu'on élargisse aussi les champs des possibles pour que les personnes puissent venir à nous, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée de ne plus se limiter à une zone géographique, pour l'aspect, business, comme tu le dis, qui est effectivement, important aussi et pour l'aspect, des personnes que tu peux, aider et accompagner. Est-ce qu'il y a des éléments clés auxquels tu as dû, réfléchir ou que tu as dû mettre en place pour développer cette activité en ligne? Alors oui, bien sûr, faut être un minimum visible en Oui. ligne pour que les gens sachent qu'on existe, qu'on est là pour eux, pour les aider. Donc oui, bien sûr, un minimum, c'est d'avoir un site internet. Pas besoin d'avoir des sites internet vraiment sur lesquels ça. D'ailleurs, je conseille pas du tout d'aller investir des sommes importantes dans un site internet. C'est pas du tout important aujourd'hui. Il y a d'autres outils comme les réseaux sociaux où ça va beaucoup plus vite, où c'est beaucoup plus pertinent de parler à ces personnes euh, beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus personnalisée aussi, parce que aussi les réseaux sociaux, ils ont tendance à vouloir un peu se nicher. Ils aiment bien les réseaux sociaux bien nous mettre dans des cases. Et donc, le fait d'être spécialisé, ça permet aussi de communiquer directement avec ces personnes qui, aujourd'hui, la plupart des personnes passent au moins un certain temps dans la journée sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut savoir leur parler pour qu'ils aboutissent sur, sur le réseau social. Il y a aussi Internet, il y a la fiche business, Google My Business, où c'est vraiment, ça c'est plus local, mais ça c'est aussi important, puisque quelqu'un qui cherche un praticien, même si même s'il y a encore le cabinet ou même si c'est en ligne, je peux te dire que quand la personne est en errance médicale et qu'elle cherche un thérapeute qui la comprenne, elle est prête à faire même des kilomètres. On en connaît qui vont voir certains médecins bien spécialisés dans certains domaines qui sont prêts à faire des kilomètres pour aller les voir. Et donc, ça facilite grandement la vie de proposer cet accompagnement en ligne. Ça permet aussi de faire des économies au niveau du budget et que ça ne soit pas trop lourd aussi pour le patient. Mais oui, pour revenir à ta question, un site internet basique, juste une vitrine pour se présenter soi-même et son accompagnement qui puisse parler à la personne. Une fiche Google Business et des réseaux sociaux, même si aujourd'hui les réseaux sociaux, effectivement, c'est assez énergivore et ça demande beaucoup de temps aussi. Il suffit d'aller vers un réseau social déjà dans un premier temps, le réseau social un petit peu qui nous parle le plus Mmh. et aller un petit peu communiquer, ne serait-ce que de temps en temps, même si on n'a pas envie de développer une grande communauté. Il suffit juste d'avoir aussi quelque chose à dire sur les réseaux sociaux parce que les gens aussi, ils ont tendance à, lorsqu'ils cherchent après un thérapeute, d'aller voir un petit peu les avis, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils racontent. Ben, ils ont besoin d'une certaine connexion avant d'aller consulter le thérapeute. Et donc, ça devient un outil indispensable, les réseaux sociaux aujourd'hui. Mmh. Tout à fait et je rebondis du coup sur, ce que tu partages. Je pense que beaucoup de thérapeutes qui pourraient éventuellement se lancer, dans l'accompagnement en ligne ont cette crainte de, la difficulté éventuellement à créer une vraie relation de confiance et de praticien, avec leurs consultants. Est-ce que tu as un retour d'expérience par rapport à ça, des conseils aussi? Oui, le praticien peut développer cette crainte et le patient aussi peut développer cette crainte de passer par, mais de moins en moins aujourd'hui, de moins en moins surtout. En fait, si tu es juste naturopathe généraliste, si tu es juste diététicien généraliste, je pense que ça ne vaut pas le coup. Les patients ne vont pas aller vers la visio forcément. Euh,
parce qu'ils ont besoin de voir le thérapeute au cabinet, etc. Mais si tu décides de te spécialiser, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus prêts à vraiment avoir des consultations en ligne. Et pour la confiance, en fait, c'est exactement pareil qu'au cabinet. Hein. En fait, on voit la personne, on la voit en direct, on voit son comportement, on voit certes, c'est pas du direct. Enfin, il y a un écran entre nous, mais aujourd'hui, je pense que ça devient quelque chose d'assez qui passe de plus en plus facilement qu'avant. Surtout depuis l'épidémie du Covid, ça a beaucoup accéléré les choses. Et donc, les gens l'acceptent plus et les thérapeutes l'acceptent de plus en plus. Mais pour établir une confiance avec le patient, en fait, c'est exactement pareil qu'au cabinet. C'est-à-dire qu'on peut toujours garder le contact entre deux consultations. Ça permet aussi de donner des objectifs clairs, mesurables pour le patient, pour qu'il puisse les appliquer au fur et à mesure. Et venir ou que le patient fasse un point de suivi entre deux consultations, ou alors si le patient il ne donne pas de nouvelles, c'est moi qui vais le chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je note sur mon agenda que je dois envoyer un mail à telle personne pour venir un petit peu les secouer, parce que ça soit au cabinet ou en visio, c'est exactement pareil. En fait, on retombe très vite dans nos anciennes habitudes. On sort de la consultation, la personne, elle est motivée à faire les choses, mais quand elle se retrouve dans le quotidien, elle a vite fait de reprendre ses mauvaises habitudes et reprendre une communication avec la personne, lui envoyer un petit mail ou juste un petit SMS ou quelque chose comme ça pour un petit peu dire que je suis là, je t'accompagne, que ça rassure aussi la personne. Donc, que ce soit au cabinet ou en visio, ça va être pareil. Ouais, Je ne vois pas la différence. ok, ouais, ça peut être du coup rassurant pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Est-ce que tu as des outils concrets à nous partager que tu utilises du coup dans cette pratique en ligne? Des outils, je peux dire des noms des outils, ça te va? Oui, tout à fait. Ok, donc on peut facilement, alors il y a plein d'outils qui sont pour la visio aujourd'hui qui sont mis à disposition. Il y a Google Meet qui reste, moi personnellement j'utilise Google Meet parce que il reste gratuit aujourd'hui pour se lancer, pour quelqu'un qui veut se lancer ou si on veut juste avoir une utilisation simple de Google Meet, on peut très bien rester sur la formule gratuite. Après, il y a Zoom qui reste limité peut-être dans le temps. Ça peut suffire à certains. Personnellement, ça ne me suffit pas. Mais qui offre aussi cette version gratuite. Et après, il y a plein d'outils aussi. Moi, c'est les outils, les deux outils que j'utilise assez régulièrement. Après, il y a des outils, des plateformes de prise en charge de rendez-vous. Aujourd'hui, que ce soit au cabinet, on a des outils de prise en charge en ligne. Donc, il y a plein d'outils. Il y a des plateformes qui proposent et la prise de rendez-vous et la visio, où ça englobe tout. Ça peut faciliter aussi grandement les choses aux thérapeutes. Après, il y a un abonnement à prévoir il y a un forfait, etc. Il y a des abonnements. Là, il y a plein d'outils. Hein. Je pense que les thérapeutes les connaissent assez bien. Mais moi, je passe par un outil de prise de rendez-vous qui est gratuit aussi. Donc, on peut très bien se lancer dans la prise en charge en ligne sans forcément payer des abonnements à droite à gauche sur des logiciels et des plateformes. On peut très, très bien le faire. Moi, j'utilise Zical. Je ne sais pas si ça fonctionne en Belgique, mais en tout cas en France, voilà, ça doit fonctionner. Donc, c'est un très, très bon outil qui est gratuit, où on peut avoir la réservation en ligne, qui envoie des mails de rappel aussi. Après, si on veut aussi passer à l'étape
au-dessus, c'est-à-dire si on veut qu'il envoie des SMS de rappel, de rendez-vous, etc., là, il faut passer aussi par la formule payante. Mais aujourd'hui, on peut très, très bien… en fait, Zical, je le connecte avec Google Agenda. Et donc, dès que la personne prend, bien sûr, le lien est sur mon site internet et sur aussi ma fiche Google Business. Dès que la personne prend rendez-vous, ça s'affiche sur mon agenda Google Business, mon agenda Google plutôt. Et donc, je sais que… Et puis, j'ai un mail aussi. J'ai un mail qui est envoyé par la plateforme disant qu'il y a une personne qui a pris rendez-vous en ligne. Et donc, je sais que… Je sais à peu près le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous sur la plateforme. Donc, on peut très, très bien utiliser des outils aujourd'hui gratuits, performants, pour s'en sortir au moins au début, ou alors, personnellement, ça me suffit. Ça me suffit pour l'instant. Je ne me vois pas passer à d'autres formules, etc. Ça me suffit largement. Donc, ça dépend la personne de ce qu'elle cherche. Après, si on veut plus des outils qui automatisent, ça aussi, c'est possible. Pour moins gérer les emails, pour moins gérer… là, c'est tout à fait aussi possible. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses hyper facilement. J'ai envie de dire même beaucoup plus facilement que si on est à 100% au cabinet, grâce à l'automatisation. Mais vraiment, ça devient hyper facile. Après, il suffit juste de s'informer et de se former sur la question, bien sûr. Super, merci pour tes partages du coup assez concrets. Est-ce que ça fait bien le bon? Du coup, tu peux nous parler aussi de l'outil Simplicure et de comment tu l'utilises au quotidien dans tes consultations. Alors oui, très bien. C'est un outil effectivement qui fait gagner beaucoup de temps. Avant, moi, quand je voulais recommander des compléments alimentaires, je me retrouvais en train de passer d'un site à un autre, de regarder les produits d'un site à un autre, et je passais un temps fou à sélectionner les bons produits, les bons dosages, les bonnes formes, le bon prix, etc. pour les patients. Et idéalement, j'essayais de ne pas aller sur plus de 2 plateformes quand je fais une recommandation. Comme ça ne fait pas trop de frais de port pour la personne, etc. Et effectivement, avec Simplicure, ça simplifie grandement effectivement les choses, puisque aujourd'hui, la plateforme offre une très, très large gamme de compléments. Donc, on peut vraiment trouver assez facilement en tant que thérapeute les compléments un petit peu chouchou, parce qu'on a tous certains produits chouchou, parce qu'on a mis l'habitude de les utiliser, parce qu'on a un bon retour, etc. Donc, ça se trouve assez facilement, et en plus, la plateforme aussi, elle permet de demander des produits. Si le laboratoire existe sur la plateforme, elle permet de demander les produits qui ne sont pas disponibles. Personnellement, j'avais déjà demandé quelques produits et ils ont été mis en ligne. Donc, ça, c'est aussi un gain de temps important, et on peut l'utiliser aussi pour sélectionner. Parce qu'effectivement, ça peut aussi faire peur un petit peu aux thérapeutes de dire oh là là, il y a trop de produits sur la plateforme. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait un premier travail, on sélectionne les produits dont on a envie, qu'on a l'habitude d'utiliser ou qu'on a envie d'essayer, etc. On va pouvoir les sélectionner dans des favoris. Et du coup, ça permet, de temps en temps, personnellement, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, comme produit, etc. Donc, que je vais réintroduire dans mes favoris. Mais en général, on va utiliser les mêmes produits pratiquement. Et donc là, les favoris permettent ça nous permet d'avoir cette sélection assez de nos chouchous, quoi. Et puis, ça peut aussi être utile si on ne veut pas… en général, moi, je fais une recommandation sur la plateforme pour les patients. Je préfère faire ça. Je préfère sélectionner moi-même les produits. Et puis, je rectifie assez facilement. Là, en plus, la plateforme, elle a été encore améliorée à ce niveau-là, où on peut rectifier assez facilement les dosages, le moment de prise, etc., avec juste des clics. Avant, c'est vrai que je laissais toujours des notes en bas de chaque produit. Mais là, aujourd'hui, c'est
c'est devenu assez fluide pour sélectionner assez facilement le moment de la prise, le nombre de gélules à prendre, etc. On a une observance aussi. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de voir si la personne a pu effectivement avoir les bons produits. Comme ça, elle ne se retrouve pas à acheter n'importe quoi, n'importe où. Et là, je suis sûre qu'elle a pris vraiment les bons produits que j'ai recommandés moi-même. Donc, non, mais c'est un gain de temps important. Et puis, on peut même, celui qui ne veut pas prendre du temps pour faire une recommandation à chaque patient, bah, il peut juste envoyer le lien, en fait, transférer le lien de ses favoris à ses patients. Et comme ça, le patient va directement choisir les produits que son thérapeute préfère. Génial. Oui, je pense que du coup, tu as très, très bien résumé les intérêts de Simplicure, ce côté facilité pour le praticien, pour le patient et cette meilleure observance parce que quand on sait pourquoi on prend les compléments, comment le faire, qu'il y a cette facilité où tout est envoyé en un seul colis, un seul frais de port aussi, ça permet de plus rapidement et plus facilement passer à l'action à la suite de la consultation. En plus, moi, en fait, j'ai vu l'évolution de la Mmh. plateforme. Ça fait un moment que je suis dessus. Et donc, j'ai vu l'évolution, j'ai vu comment ça a évolué. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec le tout début. Et c'est normal, comme toute chose où on évolue dans la vie. Et j'ai vu l'effort, effectivement, c'est certainement la plateforme a pris en compte le retour des praticiens, etc. On s'améliore à force de forger, on devient forgeron. Et du coup, j'ai vu vraiment l'amélioration. Et aujourd'hui, la plateforme permet vraiment, vraiment de gagner du temps et avoir cette observance. Ça, c'est important pour les thérapeutes qui veulent conseiller des compléments alimentaires de qualité Oui, aussi. oui, Parce oui. qu'il y a cette sélection aussi qui est faite sur la plateforme. C'est vrai qu'au début, je regardais quand même toujours les produits que je ne connaissais pas. Elle faisait aussi attention à sélectionner bien les produits des laboratoires et les produits qu'elle fait rentrer. Oui, Donc, ça, c'est rassurant. tout à fait. Merci beaucoup pour tes retours, ça nous fait très plaisir et je C'est transmets. sincère, c'est franchement sincère parce que j'ai vu cette évolution et c'est vraiment un outil non négligeable, surtout en ligne. Là, si on veut se spécialiser en ligne, effectivement, ça fait partie des outils. Merci. Super. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les personnes qui hésiteraient à se lancer, que ce soit au final, en toute première activité de thérapeute ou que ce soit en ligne? Moi, je conseillerais aux personnes, aux thérapeutes de trouver, en fait, c'est important aujourd'hui, je pense, de se spécialiser déjà, puisque qu'est-ce qui va faire quand un patient il veut consulter un thérapeute, qu'est-ce qui va faire qu'il va choisir un diététicien d'un autre, d'un naturopathe d'un autre, d'un nutrithérapeute à un autre. Donc, vraiment, il faut savoir parler aux patients. Déjà, nous, en tant que thérapeute, déjà, on se spécialise. Comment choisir la spécialité? C'est-à-dire qu'on va vers peut-être des pathologies qu'on voit le plus, ou alors des pathologies par lesquelles on est concerné soi-même. On veut se spécialiser dedans. Ou alors quelque chose qui nous parle, en fait, une problématique qui nous parle. Et attention, quand je dis se spécialiser, c'est certainement pas s'enfermer dans une vision restrictive. Hein. On garde toujours cette vision globale et fonctionnelle de la prise en charge de la santé. C'est juste que on passe par une problématique, ça serait peut-être l'endométriose ou les problèmes de fertilité, ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses, ou troubles du comportement alimentaire. On se spécialise dans ce domaine déjà pour investir du temps et de l'argent pour se former dessus, et puis pour mieux connaître les problématiques, de quoi souffrent les patients. Donc, on va plus maîtriser et on va, à force, en fait, parler leur langue parce qu'ils ont besoin d'être compris. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas cette vision large de la santé. Mmh. Surtout pas. Hein. Et donc, j'insiste sur le point.
Et donc, trouver vraiment une spécialité qui vous parle, qui en fait une spécialité de cœur, déjà dans un premier temps. Et même si on veut communiquer sur les réseaux sociaux, du coup, si on parle vraiment un langage large, on va parler diététique générale ou naturopathie en général, on va parler à personne au final. Alors que si on se spécialise et qu'on va parler à la même personne, de la même problématique, utiliser ses propres termes, parce qu'en fait, on a en général les mêmes termes qui reviennent tout le temps, les mêmes souffrances, etc., ben, les personnes vont se sentir comprises. Et donc, c'est là où ça va faire la différence. C'est là où il va dire, bon, je veux voir un tel, c'est lui qu'il me faut. Oui. C'est lui ou elle qu'il me faut. Et puis, pour se lancer sur Internet, ben, faut se lancer, tout simplement. Faut tester, parce que c'est jamais le bon moment. Si on cherche le bon moment, ben, il n'y aura jamais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et donc, il faut se lancer, même si au début, on n'est pas à l'aise, etc. Ben, à force d'en faire, on sera beaucoup plus à l'aise et on va un petit peu construire toute sa prise en charge autour de cette façon de faire qui est les consultations en ligne. Mais il faut se lancer. Ok, très, très bon mot de la fin. Y aller. Comment est-ce qu'on fait si on a envie de se faire accompagner par toi? Où est-ce qu'on peut te trouver et comment est-ce que ça fonctionne? On peut me trouver sur Internet, sur Instagram, sur Facebook et bientôt sur YouTube aussi. Donc, je suis normalement assez facilement accessible pour les personnes qui désirent me consulter. Super. De toute façon, je vais mettre toutes tes coordonnées dans la description de cette vidéo. Comme ça, en un clic, on est sûr de tomber sur toi. Merci encore pour ton temps. Pour les praticiens qui nous regarderaient, qui n'utilisent pas encore SimpliCure, qui souhaitent découvrir, je vous partage aussi le lien juste ici dans la description. SimpliCure, c'est un outil tout à fait gratuit. Donc, il vous suffit de nous partager votre intérêt et un de mes collègues se fera un plaisir de vous faire découvrir la plateforme et de voir à quel point c'est fluide d'intégrer dans son quotidien. Encore un tout grand merci à toi pour ton temps, pour tes partages. Merci à toi, Flavie.